Cette chaleur, bon, c'est toute la planète, c'est toute l'atmosphère moyenne. Cette chaleur, évidemment, elle chauffe aussi l'océan. Elle chauffe d'autant plus l'océan que si vous faites l'expérience de chauffer un caillou, c'est-à-dire quelque chose qui est à fleur à la surface de la Terre, très rapidement, vous allez voir qu'il se refroidit. Si vous chauffez un litre d'eau, il met beaucoup plus de temps à se refroidir. En fait, l'océan, il encaisse 93% de l'énergie en excès que l'humanité envoie dans l'atmosphère depuis qu'elle envoie de l'énergie en excès, c'est-à-dire à peu près depuis le début de l'ère industrielle. 93% de cette chaleur, elle se stocke dans l'océan. Or, la circulation océanique qui s'est établie, comme on la connaît, il y a 8000 ans à peu près, c'est-à-dire il y a des époques glaciaires, interglaciaires. Le dernier maximum glaciaire s'est arrêté il y a 10 000 ans. La circulation océanique qui s'est établie a généré l'équilibre entre l'atmosphère et l'océan qui fait que notre climat, il est stable à peu près depuis cette période-là. Si on chauffe l'atmosphère, mais si on chauffe surtout ce réservoir qui est vraiment là pour transporter de l'énergie d'un bout à l'autre de la planète, on pourra revenir sur cette question, mais on est en train de déséquilibrer justement ce climat, entre autres parce que l'océan joue un rôle extrêmement important et il encaisse cette chaleur, on mesure jusqu'à 1000 mètres de profondeur cette énergie en excès. C'est un premier point. Et on va voir quelles sont les conséquences de ce réchauffement. Il y a à la fois sur la circulation, mais aussi le fait que l'on chauffe fait qu'on dilate le corps qui est l'eau, de la même façon que vous mettez sur la route des joints de dilatation là, pour éviter que les choses se cassent. Tous les corps que l'on chauffe vont se dilater. L'eau ne fait pas exception. Donc, on dilate l'eau et en réchauffant, on fait fondre, nous, l'humanité, par notre activité. On provoque la fonte des glaciers continentaux, des glaces du Groenland, d'une partie des glaces de l'Antarctique, ce qui amène de l'eau qui était piégée sur Terre, sur les continents, vers la mer et qui augmente aussi le niveau de la mer. Alors, le niveau de la mer qui varie est mesuré par des satellites, c'est mesuré par des marégraphes, c'est mesuré dans mon laboratoire à Toulouse. Cette montée du niveau de la mer, c'est 3,4 mm par an aujourd'hui, c'était 1,7 mm par an au dernier siècle, 20e siècle. C'est-à-dire qu'en gros, sur le siècle, il montait déjà de 17 cm le niveau de la mer. Et évidemment, c'est une grosse accélération puisqu'on est passé à 3,4, c'est-à-dire le double, et ça va aller qu'en s'amplifiant. Et dans le rapport du GIEC, on évalue que le niveau de la mer à la fin de ce siècle aura augmenté entre 50 cm, 1 mètre, voire plus. Tout dépend de la façon dont l'Antarctique va se comporter. Cela, le stock de glace, c'est vraiment important. On peut parler des conséquences justement sur la biodiversité, peut-être en faisant un tour de plateau. Et si après, vous voulez, il n'y a pas de problème. Repasser évidemment sur la chimie. Et après, voilà, essayer de faire des allers-retours. Parce que là, on a deux paramètres importants, le chauffage et, j'allais y venir justement, le chauffage et la montée du niveau de la mer. Vincent Laudet, bonsoir. Bon, je vous ai aperçu sur le retour. Les conséquences, justement, c'était la question originelle que je posais, la biodiversité, où en est-elle avec ces questions géochimiques que vient de développer, de détailler Madame Jandel? Eh bien, écoutez, je vais commencer par dire exactement, commencer comme Catherine a commencé, pour dire que c'est d'abord très difficile de mesurer correctement et de connaître la biodiversité marine. Parce que ça se passe sous l'eau et qu'on ne le voit pas naturellement. C'est compliqué à observer. Donc, on a une connaissance de la biodiversité marine qui est beaucoup plus faible, beaucoup plus fragmentaire que notre connaissance de la biodiversité terrestre, qui pourtant n'est pas parfaite. Qui plus est, il faut se rendre compte que les organismes dans l'océan vivent dans un milieu qui nous est complètement étranger. C'est-à-dire que non seulement on a du mal à les voir, mais on a du mal à comprendre. Et ce qui pour eux est sans doute évident, est pour nous très difficile à appréhender. Alors cela étant dit, oui, je vais commencer par être assez négatif. Les signaux d'alerte se multiplient. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on voit ? On a vu depuis les années 50 une diminution des stocks de grands prédateurs marins en biomasse de près de 90%. Alors, il y a des... Bon, c'est compliqué, hein, mais c'est un chiffre qui est hélas proche de la vérité. On voit qu'à peu près 50% des récifs de coraux sont en très grand danger ou déjà bien abîmés. 50%, c'est quand même beaucoup. On voit des zones dénuées de vie dans l'océan maintenant, qu'on appelle des zones hypoxiques,
qui sont totalement dénuées de vie, et ces zones augmentent. Donc oui, il y a un constat d'alerte, avec des grandes disparités selon les endroits, selon les situations, mais notre méconnaissance, notre incompréhension, si vous voulez, du système biologique des océans, et ces quelques chiffres, eh ben, oui, doivent suffire à nous rendre très inquiets, oui. Vous travaillez sur des poissons, justement, sur les massifs, des poissons coralliens, hein, notamment le poisson clown. Hein, justement, en quoi ces barrières de corail, ce corail est important pour la biodiversité marine? Je poserai la même question, évidemment, à Raphaël Séguin sur ce plateau. Ben écoutez, les récifs de coraux en général, c'est à peu près 0,2 à 0,3% de la surface des océans. Donc c'est très petit, mais c'est plus de 25% des espèces marines. Donc c'est des points chauds de biodiversité tout à fait extraordinaires. Il y a une diversité d'organismes à tous les niveaux, poissons, mollusques, crustacés, etc., qui est tout à fait incroyable. Donc déjà, c'est une réserve de biodiversité exceptionnelle. Et ça va sur des choses petites. Je cite souvent un de mes poissons favoris, qu'on étudie pas mal au labo, est un poisson chirurgien. C'est dans l'estomac des poissons chirurgiens qui sont végétariens qu'on a trouvé la plus grosse bactérie jamais observée. Donc voilà, il y a des choses encore tout à fait extraordinaires à découvrir. Et cette diversité, eh ben elle va nous permettre de pêcher, de se nourrir, etc. Et puis les récifs de coraux sont une très grande protection des côtes contre les tempêtes. Alors je peux vous dire, hein, ici à Okinawa, je le vois très bien, hein, on est en pleine saison des typhons. Quand il y a des typhons, heureusement qu'il y a des barrières de corail, parce que sinon, les constructions qui sont sur la côte seraient littéralement emportées. Mais comme la barrière de corail est à peu près 800 mètres de la côte, eh ben, nous sommes protégés des plus grosses vagues des typhons. Et ça, c'est vrai des récifs de coraux, c'est vrai des mangroves, c'est vrai des lagunes. Tous ces espaces extrêmement fragiles qui sont très impactés par l'action de l'homme, directe ou indirecte. Raphaël Séguin, vous qui travaillez aussi sur ces récifs coralliens, je le disais, vous rentrez d'une mission aux Antilles. Ce que vous observez, justement, vous travaillez sur l'ADN environnemental. Un mot de cette technologie et à quoi sert-elle et quels sont les ressorts qui permettent après, derrière, de protéger la biodiversité? On parle du constat, évidemment, on parlera des solutions aussi pour sauver cette biodiversité. Donc, comme disait Vincent, la biodiversité marine, c'est quelque chose qui est très difficile à étudier, à connaître, parce que c'est un milieu qui est beaucoup plus hostile que le milieu terrestre, donc beaucoup plus difficile à explorer. Et l'ADN environnemental vient en fait un peu résoudre certains de ces problèmes-là, puisque quand on fait des inventaires de biodiversité, on est vraiment limité par ce qu'on est capable de voir, par ce qu'on est capable de détecter. Pour prendre l'exemple des comptages en plongée qu'on utilise souvent pour surveiller la biodiversité marine, on est soumis à de nombreux biais parce qu'il y a des espèces qui ont peur, il y a des espèces qui sont cachées dans les récifs et qu'il est très difficile de détecter. Au-delà de ça, il y a aussi le problème qu'on est vachement biaisé par notre perception de la biodiversité, c'est-à-dire qu'il y a des animaux qui sont très populaires, pour prendre par exemple l'exemple des dauphins ou des pandas, alors qu'il y a des animaux qui subissent une très mauvaise presse, comme par exemple les requins. Et donc si on montre des animaux comme étant potentiellement dangereux, alors on va avoir moins tendance à les protéger. Et enfin, un dernier postulat aussi, c'est quelque chose dont on travaille au labo, on travaille là-dessus, c'est qu'il y a des poissons qu'on va être plus à même de protéger parce qu'ils sont colorés, ils sont jolis, donc ils ont une valeur esthétique, et donc on va être plus enclin à les protéger. Et l'ADN environnemental vient un peu pallier ce problème, puisque c'est une technologie qui consiste à récupérer les morceaux d'ADN dans un environnement pour ensuite les séquencer et voir quelles espèces sont présentes dans un milieu. Donc ça part de deux postulats. Le premier, c'est que l'ADN, c'est une molécule qui est commune à tous les êtres vivants, mais qui est pourtant unique, puisque chaque espèce a une séquence d'ADN qui lui est propre. Et donc on peut utiliser cette caractéristique pour échantillonner l'ADN dans un milieu, et ensuite voir quelles espèces s'y trouvent. Et là, par contre, on va vraiment sur quelque chose qui se dirige donc vers l'ensemble du vivant, c'est-à-dire du virus à la baleine, sans discrimination sur ce qu'on échantillonne. Donc ça nous donne une vision qui est beaucoup plus globale de la biodiversité, de l'ensemble du vivant, ce qui est essentiel, puisque pour ensuite mettre en place des politiques de gestion, de protection de la biodiversité marine, c'est essentiel de connaître avant ce qui s'y trouve, parce que sinon on avance à tâtons, on avance à l'aveugle. C'est un
Très bien, bon résumé. On y reviendra évidemment sur cette technologie de l'ADN environnemental et puis sur les solutions proposées. Lamia Semlali, on ne vous a pas encore entendu, ni Bruno David évidemment, mais vous êtes avec nous. Quelle est la plus grosse menace pour la biodiversité marine? Alors malheureusement, elles sont multiples, mais à l'heure actuelle, Problème de son. c'est la surpêche qui est la plus grosse On a un petit menace. problème de son, on vous entend pas. Ah, vous m'entendez ou pas là? Vous m'entendez pas? Ça y est, cette fois on vous entend. Ah, sinon je peux essayer avec les écouteurs. Donc la plus grosse menace à l'heure actuelle, c'est la surpêche. C'est l'appétit gargantuesque en poisson d'une humanité qui ne fait qu'augmenter. Donc 7 milliards d'êtres humains qui doivent manger du poisson, ça serait pas gérable pour l'océan. Quand on fait les recommandations de l'OMS, par exemple, l'Organisation mondiale pour la santé, qui recommande 2 portions de poisson par habitant et par semaine. En fait, si on devait appliquer ça à l'ensemble de la population humaine, on atteindrait le double de ce que l'océan contient en poisson. À ça, bien sûr, s'ajoutent les problèmes de pollution plastique. Quand on regarde les prédictions scientifiques, on nous explique que d'ici à 2050, il faut s'attendre à avoir plus de plastique que de poissons dans l'océan. On va en parler effectivement de cette question des plastiques dans quelques minutes. Alors, c'est une question qui est a priori beaucoup plus consensuelle, entre guillemets, que la question de la surpêche. On parlera de la pêche aussi, on parlera de la pêche aussi, évidemment. Surtout en Méditerranée, on est aussi concerné par la pêche, évidemment. Oui, la mer est surpêchée au monde, effectivement. Un mot de Sea Shepherd en quelques mots. J'ai présenté globalement l'association, cette organisation. En quelques mots, vos actions? Alors, justement, les intervenants précédents ont beaucoup parlé de ce problème de déconnexion qu'on peut avoir avec l'océan, c'est-à-dire que c'est un monde qui est relativement inconnu et pour lequel on a du mal à ressentir une certaine empathie ou à se sentir connecté. Et donc, Sea Shepherd, à la base, est une ONG anti-braconnage, donc qui s'est fait connaître en faisant des actions très coup de poing, comme le fait de couler des baleiniers illégaux à quai. Et le modus operandi de Sea Shepherd, il est justement de braquer des projecteurs sur ce qui peut se passer en mer, loin des yeux, loin des consciences, dans une impunité totale, puisque la haute mer, pour le coup, il n'y a aucune juridiction internationale. Et dans les eaux territoriales, souvent, il y a malheureusement énormément de laxisme dans les contrôles. La France a été condamnée par l'Europe à payer plusieurs millions d'euros d'amende pour laxisme en termes de contrôle des pêches. Je résumerai la chose en prenant ce que dit capitaine Paul Watson, c'est que une baleine qui se fait harponner n'est pas une histoire, mais des gens qui risquent leur vie pour sauver cette baleine, ça devient une histoire. Et donc notre objectif, il est aussi vraiment d'interpeller les gens à travers nos actions. Ce qu'on peut faire, par exemple, sur la question des dauphins dans le golfe de Gascogne. Un des intervenants disait que justement les dauphins sont une espèce charismatique. C'est vrai, donc ils ont un capital sympathie important et pourtant ils sont en train de mourir par milliers sur le pas de notre porte. Quand on se rend compte que, parce que nous on a fait des opérations de sensibilisation du grand public sur cette question-là, en exposant des cadavres de dauphins dans des centres-villes, et on a été très étonnés de voir que même dans une ville côtière comme La Rochelle, les passants, en voyant les dauphins, nous disaient mais on comprend pas, en fait, on n'a pas de dauphins en France. Et c'est terrible parce que du coup, on est sur une surmortalité due à la pêche non sélective qui est telle qu'elle met en péril la survie de la population de dauphins dans le golfe de Gascogne. Et en même temps, on a des gens qui sont complètement déconnectés du sujet et on se dit que si on n'arrive pas à sauver les dauphins sur le pas de notre porte ici, c'est vraiment qui tue pour l'océan, c'est-à-dire qu'on ne sauvera rien d'autre. Nous, on a fait énormément de campagnes aussi pour les requins, même pour les concombres de mer, donc des espèces dont tout le monde se fiche éperdument, et on voit bien la différence de médiatisation et d'intérêt du grand public qu'il peut y avoir. Et donc, sauver les dauphins dans le golfe de Gascogne, c'est une ligne rouge, il faut absolument qu'on y arrive, sinon c'est un très mauvais signal qu'on envoie pour le reste de l'océan. Et juste pour terminer, vous avez commencé votre allocution en disant que il faut sauver cette biodiversité, on espère qu'on va pouvoir atteindre cet objectif, sauver la biodiversité marine. J'ai envie de dire, vraiment,
On a intérêt à la sauver, cette biodiversité marine, parce que l'océan est effectivement le premier organe de régulation du climat et le premier producteur d'oxygène. Et c'est cette biodiversité marine qui permet à l'océan d'être fonctionnel. Donc c'est simple, si on n'arrive pas à relever ce défi, ce sera la fin pour nous aussi. Donc c'est une question vitale aussi pour l'humanité. On revient vers vous. On parlera de la pêche tout à l'heure. Hein. Je reviens sur ce sujet qui est essentiel, la surpêche. J'en ai parlé aussi dans mon introduction. Bruno David, je le rappelle, vous êtes président du Muséum national d'histoire naturelle. Vous y tenez beaucoup, national aussi. Mais dans votre vie d'avant, durant 35 ans, vous avez parcouru le monde, travaillé sur l'évolution de cette biodiversité. Qu'avez-vous observé sur cette durée longue à l'échelle humaine, 35 ans, on peut dire que c'est un peu long, mais courte aussi pour la science, même si certains phénomènes connaissent, comme on l'a dit, il y a une accélération. Oui, alors ça serait prétentieux qu'à moi tout seul, j'ai pu observer la tendance de la biodiversité marine, même pendant 35 ans. Non, ce que je rappellerais pour compléter les propos précédents, on dit souvent l'océan c'est 70% de la surface de la planète. Je rappelle quand même c'est 96% du volume biosphérique, c'est-à-dire du volume offert à la vie sur Terre. Parce que quand nous sommes sur les continents sont certes un petit peu cabossés, mais la vie, elle est globalement sur une surface. Hein. Les oiseaux ne montent pas si haut que ça en l'air. Dans l'océan, c'est tout le volume de l'océan qui est offert à la vie sur Terre, à la vie. Et donc, c'est 96% du volume offert à la vie. Ça veut dire aussi que ce qui se passe très loin en profondeur, ça a aussi de l'importance, qu'il faut en tenir compte, même si globalement, la vie a tendance à décroître. Il y en a de moins en moins quand on descend, et notamment quand il n'y a plus de pénétration de la lumière. Et il y a une petite anecdote historique intéressante, si je peux me permettre. Allez-y. On était en 1840 et les premières recherches s'intéressaient un petit peu à la vie dans l'océan. Et il y a un Anglais qui va en mer Égée et qui fait des prélèvements à différentes profondeurs. Et en descendant, il voit de moins en moins d'espèces vivantes. Donc il fait une prédiction et il dit au-delà de 500 mètres, il ne devrait plus y avoir de vie. Bon, c'est une prédiction, après tout, pour l'époque, pas forcément stupide, hein, il s'appuyait sur ses observations. Et on n'allait pas voir beaucoup plus profond. Et puis, le câble qui relie la Sardaigne à l'Afrique du Nord se casse, le câble télégraphique. Il y avait déjà des câbles sous-marins quelques années plus tard, une dizaine d'années plus tard. Donc on retire le câble, parce que ce sont des câbles en cuivre, donc c'est assez précieux, il faut les retirer. On le retire, et sur des fragments du câble qui étaient à 2000 mètres de profondeur, il y a un professeur au muséum, donc je fais la publicité du muséum, qui voit qu'il y a de la vie à 2000 mètres de profondeur. Alors les Anglais sont vexés, et tout de suite ils arment une flotte de bateaux océanographiques. Alors il n'y en avait pas à l'époque, c'est-à-dire qu'on prenait un bateau militaire, on enlevait les canons, on mettait des systèmes avec des chaluts à la place. Ils font ça, et on commence à aller chercher à droite à gauche. Donc les Anglais vont chercher à côté de chez eux, dans l'Atlantique Nord, et ils trouvent de la vie à 2000 mètres, 3000 mètres de profondeur. Et à partir de là, c'est parti. Il y a les grandes missions océanographiques, comme celle du Challenger dans les années 1870. Là aussi, un bateau militaire désarmé de la Navy, de la Royal Navy, qui fait le tour du monde et qui va trouver des organismes vivants jusqu'à plus de 7000 mètres de profondeur. Donc là, il n'y a plus de limite. Et on sait très bien que la vie, elle va jusqu'à la profondeur maximale observée sur Terre, qui est autour de 11 000 mètres dans la fosse des Mariannes. Et ça a introduit une diversification, une diversité absolument extraordinaire de la vie dans les océans. Et qu'on ne soupçonne pas, parce que c'est loin de nous. C'est difficile de se projeter, justement. Hein. C'est très difficile de se Depuis projeter. la Terre, on voit les côtes, on voit un petit peu le large, mais le large est quand même très proche. Deux choses. Éric Tabarly disait, la mer, c'est ce que les Français ont dans le dos quand ils sont à la plage. En gros, et on voit que la surface, quand on se retourne. Et puis, il y a 4 personnes qui sont descendues au-delà de 10 000 mètres de profondeur. Il y a 12 êtres humains qui sont allés sur la Lune. Et donc, on connaît moins le fond de l'océan qu'on ne connaît la surface de la planète Mars. Ça veut dire qu'on est devant un abîme, sans jeu de mots, d'inconnus. Et que même en 35 ans, les connaissances ont certes progressé, sans doute, mais pas suffisamment. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Il faut absolument, ce que disait Vincent Laudet, on est devant quelque chose qui est très étrange. Et plus on va s'enfoncer dans les profondeurs de l'océan, plus ça va devenir bizarre. Et plus on va aller devant des découvertes absolument extraordinaires. Alors là, je pourrais vous en parler des heures, donc je ne le ferai pas. Mais on va aller devant des découvertes absolument incroyables. Dès qu'on s'adresse à ces milieux très profonds, on y voit des choses. Et j'ai eu la chance de plonger à 2500 mètres de profondeur avec le Nautile. Et j'ai encore toutes les images en tête. Hein. C'est vraiment incroyable. Catherine Jandel, on continue, mais je vous vois boire les paroles oui, parce que de Bruno David. J'ai eu la même chance que lui, et on n'oublie jamais.
Non, on n'oublie pas. On est vraiment dans les profondeurs de la Terre, on n'oublie pas. Justement, sur les échanges chimiques, vous en parliez tout à l'heure, de cet océan, même en profondeur, hein, qu'on a évidemment du mal, nous, à apprécier, entre guillemets, et à envisager même depuis la Terre. En profondeur, on trouve la vie parce qu'il y a des sources hydrothermales qui ramènent des éléments chimiques depuis l'intérieur de la Terre. Ce sont des geysers sous-marins, comme ceux que vous voyez en Islande, sauf qu'ils sont sous l'eau et ils sont liés en fait à un mécanisme géologique qui est l'ouverture des océans et la tectonique des plaques. Et là, le matériel qui vient des profondeurs de la Terre va monter et amener donc des éléments chimiques qui sont indispensables au développement d'espèces qui n'ont pas besoin de la lumière pour se développer. Ça a été une véritable révolution de la biologie. Là, encore une fois, je ne vais pas rentrer dans un terrain que je maîtrise pas beaucoup. Par contre, dans la chimie, parlons un petit peu de la chimie et de l'humanité. Donc, on parle beaucoup des polluants et on oublie que le gaz carbonique, il a deux effets. D'une part, de réchauffer l'atmosphère, parce que c'est un gaz à effet de serre, mais aussi, en pénétrant dans l'océan et en se dissolvant, par exemple, si on dissolvait du gaz carbonique dans ce verre d'eau, il acidifie légèrement l'eau de surface. Oh, elle ne devient pas très acide, mais elle est quand même, c'est acidifié depuis le début de l'ère industrielle de l'ordre de 30% à peu près, par rapport au taux d'acidité qu'elle avait avant. Et l'impact que ça a sur la biodiversité est déjà observé et grave, et il peut être encore plus grave, et on va vite comprendre pourquoi. Quand vous voulez détartrer une cafetière, quand vous voulez nettoyer une vitre sur laquelle il y a du blanc, vous mettez du vinaigre. L'acide dissout le calcaire. Énormément d'espèces vivant à la surface de la mer, alors des espèces d'algues, c'est-à-dire les premiers maillons de la chaîne trophique, ceux qui ensuite vont nourrir les crevettes, puis les poissons, puis nous. Énormément d'espèces d'algues ont un coquille calcaire. Des petits escargots qui vivent aussi ont une coquille calcaire. Beaucoup plus près de nous, les huîtres et les moules, je vous rappelle, ont une coquille calcaire. Et donc toute cette biodiversité qui est alors les rois au niveau de la beauté du paysage et qui hébergent 25% de la biologie et de la biodiversité marine que sont les coraux, sont aussi en calcaire. Et donc tous ces organismes-là sont menacés par cette acidification. Et on rentre de l'océan austral, j'étais 2 mois au début de l'année en mer sur le Marion Dufresne, entre la zone du Vendée Globe dans l'océan Indien pour faire court. On mesure la pénétration de ce gaz carbonique aujourd'hui jusqu'à 750 à 1000 mètres de profondeur, selon les endroits où on est. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que la chaleur, il y a aussi le gaz carbonique qui rentre dans l'eau. Et ce gaz carbonique, la seule solution, c'est de ne pas l'émettre. C'est-à-dire que c'est totalement lié à la question climatique, même si le méthane, qui est un autre gaz à effet de serre, lui, n'est pas impactant pour l'acidité. Ce n'est que le gaz carbonique qui fait ce travail-là. Et là, pour mes collègues, c'est un champ d'investigation absolument énorme. Si on résume pour les coraux, le niveau de la mer monte, ils ont de moins en moins de lumière. L'eau se chauffe, les coraux n'aiment pas ça. Blanchiment des coraux, c'est pas moi qui en parlerai. Et le troisième point, c'est l'acidification. Les coraux sont multifactoriellement parlant en danger. Comme je suis entouré de corallistes. On va écouter Raphaël Séguin sur cette question et rebondir sur ce que vient de dire Catherine Jandel. Sur le blanchissement des coraux ? Exactement. D'accord, donc déjà, pour partir d'un niveau plutôt bas, un corail, c'est un animal, pas un végétal. Et c'est une association de ce qu'on appelle des polypes. C'est des invertébrés marins de la famille des cnidaires, c'est des espèces de méduses. Ces polypes vont s'associer ensemble et sécréter un squelette calcaire, ce qui donne sa forme solide au corail. C'est comme ça qu'on forme un récif corallien. À cela s'ajoute en fait une symbiose mutualiste avec une algue qu'on appelle la zooxanthelle. Donc entre le polype et l'algue, il y a une symbiose. L'algue pratique la photosynthèse et va donc fournir des nutriments au corail, ce qui lui permet de survivre. Et en fait, un corail fonctionne un peu comme une espèce de panneau solaire, puisque les rayons du soleil vont venir se refléter sur le squelette calcaire et revenir sur l'algue. Et donc en fait, ça va accentuer la capacité de l'algue à faire de la photosynthèse. Sauf que cet équilibre, il est très fragile, puisqu'il ne fonctionne que dans une certaine gamme de température, et au-delà de cette température, la photosynthèse, cette relation devient toxique, et donc le corail est obligé d'expulser l'algue, et c'est pour ça qu'il blanchit, parce que cette algue donne la couleur au corail, et c'est ce qu'on appelle le blanchissement du corail. Ça ne veut pas dire qu'il est mort, parce que là, elle peut revenir pendant une certaine période de temps après, si les conditions le permettent, mais si elle ne revient pas, le corail meurt et va être couvert d'algues. Et donc c'est un peu ce phénomène-là qu'on appelle le blanchissement des coraux, qui est peut-être à l'échelle globale la plus grande menace aujourd'hui sur les récifs coralliens sur Terre.
Vincent Laudet, je pense que vous êtes d'accord sur cette démonstration de Raphaël Séguin. Vous travaillez, vous, sur les hormones et sur le cycle de vie des organismes dans les récifs de coraux qui sont bouleversés justement par ces pollutions. On a parlé du plastique, mais il n'y a pas que le plastique, évidemment. On parlait en préparant ce débat de perturbateurs, comme le sont sur Terre des perturbateurs endocriniens. Est-ce qu'on peut comparer les deux choses ? Oui, on peut absolument comparer les deux choses. Et en fait, je vais repartir de ce que Raphaël vient de dire à propos des coraux, du blanchiment et de leur envahissement par les algues. Il se trouve qu'on a montré dans mon laboratoire que des polluants chimiques, en l'occurrence là c'était le chlorpyrifos, qui est un insecticide utilisé en agriculture tropicale et tempérée. Ce chlorpyrifos, il agit sur les hormones thyroïdiennes. Et il fait des déficiences aux hormones thyroïdiennes chez l'homme, chez des gens infectés, mais aussi sur les poissons. Et ce faisant, il perturbe ce qu'on appelle le recrutement, l'entrée des jeunes larves de poissons sur le récif. Et l'entrée des jeunes larves de poissons sur le récif, c'est ce qui conditionne le fait qu'il va y avoir des adultes. Hein. Si vous bloquez l'arrivée des nouveaux, évidemment, ça va complètement perturber la population adulte. Donc exactement des effets très similaires à ce qui existe sur le milieu terrestre. Et ce qu'on a montré dans le labo, c'est que sur une espèce de poisson herbivore, ces anomalies de taux d'hormones qu'on a observées, ça changeait la fonction écologique de ces poissons. Et en l'occurrence, ces poissons, c'était des herbivores. Et ça fait en sorte qu'ils broutent moins. Et ça illustre une de mes inquiétudes, et c'est pas que la mienne, une des inquiétudes générales qu'on a sur le milieu marin, c'est ce que j'appellerais la convergence des stress. Raphaël vous a expliqué, les coraux sont envahis par les algues. Si en plus les herbivores broutent moins, il y aura encore plus d'algues qui vont envahir les coraux. Si en plus on pêche les herbivores, il y aura encore moins d'herbivores, et déjà qui broutent moins bien, il y aura encore plus d'algues. Et puis on y rajoute la pollution plastique, on y rajoute l'acidification, la montée des eaux, la température, la surpêche, le bruit, la turbidité, parce que avec l'artificialisation des sols, on a beaucoup de pluie qui arrive et qui ramène des sédiments en mer, qui font une eau turbide qui ne convient pas du tout pour la croissance des coraux. Comment on interrompt ces phénomènes multifacteurs, on va dire, et puis comment on a l'impression que quand vous décrivez, ça fait un peu peur. Est-ce qu'on peut interrompre ce processus, justement, et comment on fait ? Alors, on peut interrompre, c'est évidemment la grande question. Je ne vais pas rentrer dans la question de savoir si on peut interrompre l'augmentation du CO2 dans l'atmosphère. Bien sûr qu'on peut, sauf qu'on n'en prend pas le chemin. Donc, on va différencier, je pense, les facteurs globaux, le taux de CO2, par exemple, et puis les facteurs plus locaux, la surpêche, la pollution, qui est beaucoup une pollution côtière. Et là, on peut. Là, on peut. Et on sait. C'est juste qu'on ne veut pas. Mais on sait très bien faire. Les aires marines protégées sont un instrument excellent de protection du milieu marin qui a fait ses preuves, qui fonctionne très bien, mais ça fonctionne localement. Justement, on en connaît en Méditerranée, je pense à la zone du côté de Bagnoul-sur-Mer, justement, sur la côte Vermeille, dans les Pyrénées-Orientales, que vous connaissez bien. Justement, qu'est-ce qu'on a pu observer en sanctuarisant réellement une zone côtière, pas très loin de la côte, mais une zone en Méditerranée? Qu'est-ce qu'on peut observer? Alors c'est un cas très intéressant. La réserve marine de Cerbère-Bagnoul, ça a été créé en 1974. À l'époque, il devait rester 1 ou 2 mérous dans la zone, parce que le mérou était très pêché, notamment par les pêcheurs sous-marins, comme trophée, etc. Au dernier comptage de mérou qui a dû être fait l'an dernier, il y avait plus de 800 poissons. Voilà, donc en 40-50 ans, on a protégé cette espèce localement d'une façon très très efficace. De façon intéressante, les pêcheurs étaient très contre la création de la réserve marine quand elle a été créée, et maintenant, les petits métiers locaux sont les meilleurs défenseurs de la réserve marine. Pourquoi ? Parce que autour de la réserve, il y a plus de biodiversité, et donc ils peuvent pêcher plus. Et si vous me permettez une petite histoire récente, j'étais en France au mois d'août, j'ai eu le privilège
de pouvoir accompagner l'équipe de la réserve marine de Cerbère-Banyuls dans la réserve intégrale, c'est-à-dire la zone où on ne fait rien, personne ne rentre jamais, etc. Ils avaient des capteurs à changer. Et depuis longtemps. Et depuis 1974. Ils avaient des capteurs à changer, ils m'ont proposé de venir, j'ai accepté avec plaisir, et ce que j'ai vu était incroyable. Je n'ai jamais vu ça en Méditerranée, une richesse. Enfin, devant nous, il y avait 30-40 mérous d'1,50 m, tous plus beaux les uns que les autres, des sartembours, des corbes, enfin toutes les espèces de poissons et de belle taille qu'on devrait voir normalement en Méditerranée. Donc quand on protège, ça marche. La force du milieu marin, la force de la vie dans la mer, la capacité à produire de la matière vivante, elle est là, toujours intacte. Donc il est grand temps qu'on se mette effectivement à protéger et effectivement de faire des réserves marines avec des zones intégrales qui sont un instrument qui fonctionne au moins localement. Ça ne règle pas les problèmes globaux, le plastique, etc. Mais ça a un très très bel effet localement. Lamia Essemlali, pardon, justement sur ces protections, ces zones protégées, j'imagine évidemment que vous allez dans ce sens-là, à Sea Shepherd aussi. Au-delà des actions que vous menez, ce sont des expérimentations et des zones qu'il faut développer selon vous? Oui, effectivement, l'océan a une capacité de résilience qui est très forte et heureusement, vu l'impact de nos activités. Par contre, ce qu'il faut, c'est être prudent, notamment dans notre approche, c'est-à-dire que, effectivement, comme ça a été dit précédemment, on connaît mal le milieu marin et on a tendance à l'appréhender de façon, à travers notre propre prisme. Et donc aujourd'hui, quand on regarde la façon dont sont gérées les pêcheries, notamment, on peine encore à avoir une approche écosystémique globale qui serait la seule efficace. Par exemple, c'est ce qui amène notamment aux captures de dauphins. Mais par exemple, je vais prendre le cas du requin-renard, qui est une espèce menacée, protégée, donc interdite de capture ciblée, et qu'on retrouve pourtant sur les étals des poissonneries, dans les supermarchés, souvent en promotion d'ailleurs, avec des restaurateurs ou des poissonniers qui sont même fiers d'en vendre. Pourquoi? Parce qu'il y a une permissivité au niveau de la loi qui autorise la vente de ces requins-renards en cas de capture dite accidentelle. Et les captures accidentelles ne sont pas, loin de là, anecdotiques. Elles sont très fréquentes. Ce sont des milliers d'individus qui sont capturés ainsi chaque année et qui sont revendus sur la base du témoignage du pêcheur qui dit qu'il n'a pas fait exprès. Le fait est qu'il y a un cas d'école pour ce problème-là, c'est le cas de la morue à Terre-Neuve, pour laquelle on a eu un moratoire en 1992, et la morue à Terre-Neuve peine à revenir malgré ce moratoire. Pourquoi? Parce que justement, elle vit dans un milieu qui n'est pas cloisonné, et même s'il y a un moratoire sur l'espèce, on a des bateaux de pêche qui continuent à s'y rendre, qui continuent à pêcher, qui continuent à capturer des juvéniles. Et puis il y a aussi une complexité dans l'écosystème marin où en fait les proies des morues adultes ont pullulé et du coup se sont mises à attaquer les juvéniles des morues. Donc en fait on a un cercle vicieux qui s'instaure. Et c'est ça qu'on veut absolument éviter. Ce sont des seuils de non-retour où en fait, même si on prend des mesures à un moment donné, le processus d'extinction est enclenché et ça devient très très difficile de revenir en arrière. Et donc c'est fondamental pour se mettre enfin à appréhender l'écosystème marin dans sa globalité tel qu'il est, et non pas à travers notre vision anthropocentrique de gestionnaire qui va considérer les espèces d'ailleurs en tant que stock, hein, parce que dans le langage scientifique, c'est ce qu'on a l'habitude de dire. Donc, bon, nous, au niveau de Sea Shepherd, on bannit ce mot parce que justement, ça renforce aussi cette idée d'exploitant gestionnaire. Je pense que c'est important aussi de se rappeler qu'il s'agit de vivant et que l'océan est notre berceau. Et donc, avoir une approche un peu plus écosystémique. Ce sont des êtres vivants. Et d'ailleurs, c'est aussi là que le bas blesse avec les poissons. C'est qu'ils sont à peine considérés comme des animaux. Hein. Quand on fixe des quotas de pêche, on les fixe en tonnes. Il viendrait à l'idée de personne de parler de tonnes de girafes ou de tonnes de chiens. Mais du coup, cette considération aussi des poissons permet une exploitation complètement débridée et décomplexée
de l'écosystème marin et de la vie qu'il abrite. Et donc je pense que c'est important aussi de peut-être revoir notre rapport aux animaux marins et notamment aux poissons qui malheureusement n'ont pas la chance d'être aussi charismatiques que les dauphins. Les stocks, on en entend parler effectivement hein, quand on parle des quotas, notamment en Méditerranée. Hein, moi, je pense au thon rouge, pour avoir regardé de près ces questions. Sur la globalité, ce que vous disiez, l'ami ASM Lali, la globalité des facteurs, il n'y a pas un seul facteur qui engendre des difficultés sur la biodiversité. Il n'y a pas non plus une seule solution pour la protéger. Bruno David, sur ce que vous avez entendu depuis tout à l'heure, peut-être une réaction? Alors, différentes choses. Ce qui vient d'être dit à propos des poissons, à propos des dauphins, des requins, de l'empathie qu'on peut avoir vis-à-vis de telle ou telle espèce, il y a une très belle étude qui a été faite il n'y a pas si longtemps sur l'empathie qu'on ressentait par rapport aux autres espèces vivantes. Et globalement, plus une espèce est proche de nous dans l'arbre du vivant, dans la phylogénie, dans l'évolution, plus on a d'empathie pour cette espèce. On va avoir plus d'empathie pour des grands primates, comme les chimpanzés, les orang-outans, qu'on va en avoir pour d'autres espèces. Et quand on s'éloigne, on va avoir de l'empathie pour un certain nombre de carnivores, puis après des herbivores, et on reste encore là dans les mammifères. Puis plus on va s'éloigner de nous, et ça va décroître. Alors évidemment, on a un petit peu plus d'empathie pour les dauphins que pour les requins, et puis on va avoir un peu moins d'empathie, enfin on a moins d'empathie pour les poissons en général, les requins en font partie d'ailleurs. Donc on a moins d'empathie pour les poissons, mais on est encore chez les vertébrés. Alors quand on arrive après aux oursins, aux petits vers qui vivent dans le sable, aux trucs comme ça, là franchement on ne voit pas bien l'intérêt. Et souvent, les thuriféraires de la protection de la biodiversité, ils ne sont pas forcément là pour protéger le moustique tigre non plus. Hein. Il y a forcément des limites, hein. Bien que le moustique tigre ne soit pas marin, pas encore. Donc vous voyez, on a aussi ce gradient, et ce qui venait juste d'être dit, c'est qu'il faut aussi savoir dépasser cette empathie, qui est une forme d'empathie naturelle, qui est biologique. Mais il faut, avec notre cerveau, justement, être capable de dépasser cela pour essayer de voir qu'est-ce qui se passe et voir comment il faut protéger les choses. Alors Vincent Laudet a aussi dit une très belle chose sur les aires protégées, qui est que ces aires protégées ne sont pas étanches. Et c'est encore plus vrai dans le marin, sans doute, que sur les domaines continentaux, parce que dans le domaine marin, les espèces bougent, il y a beaucoup d'espèces qui peuvent bouger facilement. Et même celles dont on penserait qu'elles ne bougent pas, je vais prendre l'exemple d'une étoile de mer, elles bougent sous forme larvaire. Donc il y a beaucoup de mobilité, il y a énormément de mobilité dans le domaine marin. Ce qui fait que si on protège à un endroit, ça va irradier, ça va diffuser autour. Et ces aires protégées sont particulièrement importantes pour ça, parce que ce sont des points de reconquête, entre guillemets, de colonisation des aires qui sont autour, des zones qui vont être autour. Donc protégeons aussi cela, mais en même temps, ça ne doit pas nous affranchir et dire, puisqu'on a protégé là, maintenant je peux faire n'importe quoi à côté. Il faut qu'on apprenne à vivre globalement sur la planète. C'est un tout. Ça vaut pour les océans, ça vaut pour les continents. Il faut qu'on apprenne à vivre avec à la fois des aires protégées, mais aussi d'autres endroits où on a parfaitement le droit d'exister, mais sans se donner l'autorisation d'y faire totalement n'importe quoi. Quant aux facteurs de pression que vous évoquez, on retrouve les mêmes facteurs de pression en mer que sur les continents. Le changement climatique, Catherine en a assez largement parlé, avec ses impacts, hausse de température, dilatation, acidification relative des océans. D'ailleurs, une petite parenthèse, j'ai travaillé sur ces sujets d'acidification quand j'étais au CNRS, sur des larves d'oursins, parce que les larves ont des petites baguettes calcaires, alors elles sont protégées par une peau, donc elles ne sont pas directement attaquées par une eau qui serait un petit peu plus acide, mais la larve, pour fabriquer ces baguettes, doit utiliser beaucoup plus de ressources qu'elle n'en aurait utilisé si l'eau avait été moins acide. Donc elle s'épuise en quelque sorte à fabriquer ces baguettes, ce qui fait que les taux de survie sont moindres et que c'est un petit peu plus compliqué. Donc les sujets de changement climatique, les sujets de pollution, on en a parlé, les sujets de surexploitation des ressources qui sont particulièrement prégnants en mer, et je rappelle qu'on a tendance à manger, quand on mange des poissons, des prédateurs supérieurs, des surprédateurs, hein, des prédateurs de rang assez élevé qui eux-mêmes mangent d'autres prédateurs, qui mangent des herbivores, qui vont manger autre chose, etc. etc. C'est un petit peu comme si on mangeait du lion, hein, en fait, hein, si on était sur les continents. Hein, quand on mange du thon ou des choses comme ça, c'est un peu l'équivalent de manger un lion. Donc on a bien sûr la pollution, la surexploitation des ressources, et puis, de manière un peu moindre dans l'océan, parce que c'est quand même très vaste, l'utilisation des espaces qu'on a sur les continents, avec les routes, les maisons, les villes, les choses comme ça. On est quand même globalement moins présent sur les océans. Et le problème, c'est que tous ces facteurs interagissent les uns avec les autres. Ce n'est pas seulement un empilement de facteurs, il y a également des interactions entre ces facteurs, ce qui fait que ça pèse beaucoup.
Et là, je pourrais être trop long, et donc je ne vais pas l'être. Quand on regarde les crises du passé géologique de la Terre sur 500 millions d'années, on s'aperçoit que toutes les crises du passé géologique de la Terre, que ce soit les 5 majeures ou d'autres crises, toutes ces crises, sans exception, ont été multifactorielles. Et que même si c'est Homo sapiens, une espèce unique, qui provoque certains changements, on provoque différents facteurs qui s'empilent, qui interagissent les uns avec les autres. Donc on est dans le même schéma que lors de ces grandes crises du passé. Et ça devrait nous amener à réfléchir. Catherine Jandel, précisez, j'imagine que vous êtes d'accord sur ce côté multifactoriel qui engendre des conséquences directes sur la biodiversité, mais des réactions en chaîne aussi, on le voit un petit peu quand même. Totalement. On parle des oursins par rapport à l'acidification. J'ai des collègues qui travaillent sur les huîtres. Les naissins, la petite huître, tu me diras si je dis une bêtise, mais la petite huître, quand la larve est larguée dans l'eau, en fait, en 48 heures, elle commence sa calcification et en fait, elle y arrive de moins en moins. Ça a mené, alors ça a des impacts économiques énormes. On parle de la biodiversité, mais on parle aussi de notre alimentation. L'huître, c'est quelque chose de direct, comme la moule, puisque ça, on les mange vraiment directement. Et en fait, alors pour des raisons océanographiques, les eaux de la côte ouest des États-Unis, nord-ouest, là du côté Oregon, Californie, sont plus acides que les nôtres. Je ne ferai pas le cours, mais il faut me croire. Eh bien, dans ces régions-là, les ostréiculteurs ont des pertes considérables. Au début, ils ont cru que c'était des virus, que c'était la pollution. En fait, c'était le problème de l'acidification. Et ils perdent des millions de dollars parce que leurs huîtres n'arrivent pas à calcifier comme elles devraient calcifier. Là, c'est l'immédiat, c'est l'acidification, mais quand on prend les coraux, on ajoute ce qu'a très très bien expliqué mes collègues sur le besoin de lumière. Mais quand le besoin de lumière, si le niveau de la mer il monte, la lumière elle pénètre moins, puisque vous avez une couche d'eau qui est plus haute. Donc vous êtes gêné par le besoin de lumière, et puis l'acidification évidemment qu'attaque le calcaire. Et le réchauffement, ça fait quand même beaucoup. Si on ajoute à ça que, par exemple, sur la Grande Barrière australienne, il y a des déchets miniers, parce que les Australiens sont assez peu regardants aujourd'hui sur la politique environnementale, ça fait vraiment massacre, quoi, et il faut faire quelque chose. C'est extrêmement urgent. Comment on fait, justement Raphaël Séguin Alors je peux parler du CO2, mais le reste... Si, les aires marines, c'est très important, mais c'est pas suffisant. Sur ce qu'on a dit jusque-là, mais aussi sur les recherches appliquées que vous menez. Vous en avez dit un mot tout à l'heure, sur les applications concrètes, sur le fait de donner des informations aux décideurs, aux décideuses de ces zones. Alors, c'est vrai que Lamine Semlali rappelait que qu'il y ait des zones comme ça, dirigées par des humains, et des zones fermées, c'est compliqué aussi à envisager, puisque les océans, les mers sont des espaces ouverts. Un mot de ce que vous avez entendu, et puis sur l'application concrète de vos recherches. Déjà, j'aimerais rebondir sur ce que disait Vincent par rapport aux aires marines protégées, parce qu'il a mis le doigt sur un problème avec les aires marines protégées, et la mienne aussi d'ailleurs, qui est important, c'est que c'est un sujet qui est très politique, puisque ça donne souvent lieu à des conflits. Je vais prendre un exemple personnel. J'ai travaillé à Madagascar pendant 2 mois sur la mise en place d'une aire marine protégée à gestion communautaire, donc c'est-à-dire qui est gérée par des villageois. Et là, on se trouve à un problème qui est qu'on ne peut pas juste sanctuariser un endroit et dire là, vous arrêtez de pêcher, parce que sinon les gens meurent de faim, parce qu'ils dépendent du poisson pour manger. On ne peut pas aussi, pour des raisons culturelles, parfois interdire l'accès à des gens, parce que les sociétés humaines ont un lien avec la mer qui est très fort déjà depuis des millénaires. Donc on ne peut pas sanctuariser certains endroits pour des raisons culturelles, pour des raisons religieuses, etc. Donc pour les aires marines protégées, c'est essentiel d'harmoniser les méthodes de gestion avec les facteurs environnementaux, culturels, sociaux de l'endroit qu'on essaye de gérer. Sinon, ça donne lieu à des conflits, et sinon, ça ne marche pas. Parce que les gens ne respectent pas les règles, etc., pour tout un tas de raisons. Donc par rapport à ça, quelque chose qui est très intéressant, c'est qu'on a souvent en tête le modèle des aires marines protégées comme on les conçoit en Europe, mais il y a plein d'autres façons de mettre en place des zones protégées. Et un exemple, par exemple, c'est encore une fois à Madagascar, où pour des raisons de croyance, les gens, pendant 200 ans, n'ont pas accédé à une mangrove, une vaste aire qui était composée de mangroves, parce que cette zone-là était hantée par des ancêtres de la famille royale. Et en fait, de fait, ça a créé une aire marine protégée naturelle, puisque cet endroit était tabou, interdit d'entrée, et donc ça a permis un rétablissement des stocks de juvéniles, etc. Donc il y a plein de façons de concevoir les méthodes de gestion, ça je pense que c'est important de le préciser. Et ensuite, par rapport au passé et aux pressions passées, par rapport au récif corallien notamment,
C'est important parce qu'il y a déjà eu des phases dans l'histoire où on était à +2, +3 degrés et où il y avait une absence totale des récifs coralliens au niveau de l'équateur. Mais là, la question, c'est surtout c'est une question de vitesse. C'est une question de vitesse du changement parce que la vitesse à laquelle les changements se font actuellement n'est pas en phase avec la capacité d'adaptation des organismes à migrer, à s'adapter, à évoluer. Et pour les récifs coralliens, c'est crucial parce que même si on ne va sûrement pas dans un monde où il n'y aura plus de récifs coralliens, parce que l'océan n'a pas de frontières, parce que la dispersion des larves se fait beaucoup plus facilement, on va vers un monde où on aura des extinctions locales, ça c'est sûr, mais la vitesse à laquelle on arrive à arrêter nos émissions carbone et à ralentir le réchauffement est essentielle pour la capacité adaptive des récifs coralliens. Donc, voilà. Je vais rebondir sur ce que vous avez dit parce que c'est intéressant l'aspect culturel, socio-économique aussi des différents espaces, des côtes qui sont le long de ces mers et de ces océans. Justement, l'ami SM Lali, sur cette dimension culturelle, sociale, économique qu'il faut prendre en compte parfois, est-ce que justement vous arrivez à, dans les actions que vous menez, on a bien compris que vous êtes aussi sur ce combat par rapport à cette surpêche qui touche différents endroits de la planète et différents océans et mers, et notamment en Méditerranée aussi. Comment on trouve un équilibre avec, en tenant compte justement de ces aspects culturels, économiques et sociaux sur les différentes zones du globe? Alors, sur les aspects économiques et sociaux, moi, j'ai envie de parler de l'exemple de l'Afrique de l'Ouest, par exemple. Le Céperd est extrêmement présent dans le golfe de Guinée. On mène depuis plusieurs années maintenant des missions de lutte contre la pêche illégale et la surpêche au Gabon, en Gambie, au Bénin, au Libéria. Et là, on a des populations locales qui sont à genoux parce que la bande côtière est littéralement pillée par des navires étrangers. Donc, il y a beaucoup de navires chinois, mais il y a aussi des navires européens. Et ce qui est intéressant de constater, c'est que depuis que Sea Shepherd travaille en partenariat avec les gouvernements locaux, nous on a à disposition des navires et un équipage avec une expertise dans la lutte contre la pêche illégale, ça a permis aux poissons de revenir sur des zones qui sont des nurseries. Et donc on a là des pêcheurs qui, alors c'est pas encore trop le cas en France, mais des pêcheurs qui adorent Sea Shepherd. Parce que, en fait, justement, ça permet de concilier justice sociale et justice environnementale, qui sont deux choses qui, en fait, vont toujours ensemble. Sur l'aspect culturel, je vais juste dire un mot avec l'exemple notamment des îles Féroé, qui se livrent chaque année au plus grand massacre de mammifères marins en Europe. Ils ont tué récemment un groupe on appelle un super pod de 1428 dauphins à flanc blanc. Donc ça a fait scandale au niveau international, mais ils tuent environ 1500 dauphins chaque année, c'est souvent des dauphins globicéphales, sous prétexte de tradition, parce que c'est considéré comme leur identité en fait. Et là, parfois, on peut avoir un conflit effectivement entre la tradition, l'habitude, la force de l'habitude et le contexte environnemental et actuel qui devrait normalement prendre le pas sur la tradition, parce que sous prétexte de tradition, on peut faire perdurer énormément de choses qui sont injustes, qui sont considérées aujourd'hui comme barbares et qui sont même aujourd'hui dangereuses d'un point de vue environnemental. Donc c'est toujours du cas par cas. Je sais par exemple que sur le cas de l'ours blanc au Canada a été invoqué le contexte de tradition des Inuits, mais ça a été invoqué pour éviter le passage de l'ours blanc en annexe 1 de la CITES, mais parce qu'on a eu un glissement, c'est-à-dire qu'on est passé d'une chasse traditionnelle de subsistance à un commerce fait par les Inuits eux-mêmes, qui se font payer par des touristes étrangers qui payent 10 000 ou 20 000 dollars pour repartir chez eux avec une descente de ligne en peau d'ours blanc, et c'est fait par des Inuits, et donc c'est considéré comme traditionnel. Et donc il faut toujours faire très attention avec cet argument de la tradition. Maintenant, là où je rejoins Raphaël, c'est qu'effectivement, c'est très important d'avoir une collaboration avec les populations locales, sinon c'est extrêmement compliqué. Et ce qui est intéressant, c'est de trouver suffisamment de personnes sur place qui comprennent l'enjeu et qui voient l'intérêt
vont eux-mêmes à préserver la zone, sinon c'est quasiment mission impossible. On va juste continuer sur la pêche, et après on pourra peut-être une question dans la salle, mais juste un mot avec Vincent Laudet, parce qu'on en a parlé ensemble au Japon, justement, et ce rôle prépondérant des syndicats de pêche. Même, vous me disiez que même pour prélever des poissons, même pour la recherche, il faut passer par les pêcheurs au Japon. Oui, effectivement, ici au Japon, c'est les pêcheurs qui sont responsables du milieu marin et qui donc contrôlent l'accès au milieu marin. Donc effectivement, je suis scientifique, mais si je veux collecter des poissons crus dans le milieu naturel, il faut que je demande l'autorisation aux associations de pêcheurs. Et je dois dire que je suis un peu effondré de ce que j'ai vu, parce que même si j'ai eu parfois des mots un petit peu vifs avec les responsables de prud'homie et les pêcheurs en Méditerranée, notamment sur l'Auto Rouge, ce que je vois ici à Okinawa, c'est dramatique. Très récemment, dans le journal, les pêcheurs locaux se sont mis en avant en ayant massacré une vingtaine de requins et en disant chic, ça va faire des compétiteurs en moins, c'est drôlement bien, ça va améliorer la pêche à Okinawa. Voilà. Et donc là, on se dit qu'on a quand même beaucoup de travail à faire. Et on se dit aussi qu'en France, notamment sur les pêcheurs petits métiers, on a quand même réussi, au fur et à mesure des années, à sensibiliser les pêcheurs, pas tous, mais certains, et à faire une pêche un peu plus responsable. On va passer par la salle pour des questions. J'aimerais qu'aussi, on parle évidemment des pollutions, du plastique notamment. On va faire une petite mise au point aussi sur le plastique, ce que ça engendre sur la biodiversité marine, et puis parler quand même des actions de sensibilisation. Je pense au Muséum national d'histoire naturelle qui mène ce type d'action. Des questions dans la salle sur ce qui a été débattu jusque-là. Oui. J'avais vu des questions là-haut, mais... Oui, monsieur. Oui. On va vous amener un micro. On va redescendre après. Bonjour, Arthur Lono, Commission nationale du débat public. Merci beaucoup pour ce temps d'échange. On parle justement... On parle des mers, on parle de la Méditerranée. Alors je ne sais pas si vous le savez, mais actuellement l'État et Réseau de transport d'électricité envisagent d'installer potentiellement une centaine d'éoliennes flottantes en mer Méditerranée. Mais ça, c'est pas encore décidé. Et donc il y a actuellement un débat public qui est organisé par la Commission nationale du débat public et qui permet de débattre de l'ensemble des sujets. Est-ce que ces éoliennes flottantes, il faut ou pas les faire en Méditerranée? Nous, notre rôle, en fait, c'est pas de faire la promotion de ce projet, mais c'est de défendre votre droit à l'information et à la participation. Et donc c'est pour ça que le fait que vous puissiez vous saisir de ce débat public, c'est vraiment important. Et moi, j'aimerais peut-être me retourner vers les intervenantes et intervenants aujourd'hui. Alors, le but, c'est pas de vous prendre de court, mais si vous avez des éléments à amener justement sur cette nouvelle pression sur les mers et océans du monde, qui est la production d'énergie marine renouvelable, est-ce que, selon vous, ces pressions, elles sont soutenables ou pas soutenables dans les mers? Est-ce qu'elles le seraient en Méditerranée? Ça nous intéresse d'avoir votre contribution. Et puis, n'hésitez pas à vous saisir de ce débat. On est à votre disposition pour échanger à la fin de cette séance. On peut échanger, vous remettre des documents. Et nous avons également un site internet, eos.debatpublic.fr. Le débat, c'est jusqu'au 31 octobre. Merci beaucoup. Merci à vous. Oui, prendre plusieurs questions. Oui, madame. Puis on répondra effectivement globalement. Le projet d'éoliennes flottantes, c'est un projet qui est en étude. On va répéter votre question? Oui, on prendra votre question juste après. Bonjour, merci beaucoup pour votre intervention. Vos interventions, c'était très riche et très angoissant à la fois. J'avais une question peut-être sur le rôle et l'implication de la communauté internationale. Il y a quelques années, Interpol s'est doté d'un département qui travaille sur la criminalité environnementale qui est basé à Singapour et qui travaille notamment sur tout le trafic des espèces animales, trafic des bois roses, mais aussi trafic de certaines espèces maritimes. Est-ce que vous pensez qu'on peut aller plus loin sur cet aspect-là? Le droit de la mer est assez peu protégé, vous l'avez mentionné à plusieurs reprises. Est-ce qu'on peut attendre d'une espèce d'organisation internationale plus de sécurité en mer et une meilleure protection des espèces menacées? Merci.
Bien. On va peut-être demander peut-être à Lamia Semlali de répondre déjà sur cette question. On parlera aussi des projets d'éoliennes flottantes. Justement sur ce droit international dont on parle beaucoup et sur les échanges, sur le trafic maritime. Quelles sont vos attentes et effectivement, est-ce qu'on peut attendre une organisation internationale qui pourrait réguler qui pourrait être efficace en tout cas pour réguler? Nous, c'est ce qu'on appelle de nos vœux. Finalement, la naissance de Sea Shepherd, elle est née aussi de cette lacune-là. On travaille de plus en plus avec Interpol. Notamment la première grosse collaboration qu'on a pu faire, c'est dans la traque du Thunder, un braconnier de l'Égine australe, qu'on a pu retrouver. Alors pour vous donner un ordre d'idée, il était recherché, donc il était sur la notice mauve d'Interpol depuis 10 ans, et on l'a retrouvé en 8 jours. Parce que le problème, c'est qu'il y a très peu de moyens finalement qui sont mis en place pour traquer les braconniers, et particulièrement dans les eaux internationales. Et donc, c'est ce qui manque. Il manque une police internationale en mer pour protéger les espèces et les habitats marins. Donc, nous, on travaille de plus en plus avec Interpol parce qu'on a une flotte de navires qui est dédiée exclusivement à ça. Mais évidemment, une ONG comme la nôtre ne peut pas pallier à ce manque au niveau international, et c'est très clairement vers ça qu'on doit aller, puisque la haute mer reste une zone de non-droit, et même, je veux dire, la mer tout court, globalement, comme je disais tout à l'heure, c'est qu'il y a quand même très très peu de contrôle en mer. Donc voilà, moi, je voudrais juste peut-être dire un mot sur les éoliennes. Oui. Puisque, effectivement, Sea Shepherd travaille sur les éoliennes en mer depuis le mois de mai. On s'est intéressé assez tardivement à ce sujet-là. C'est parce qu'on a été interpellé, notamment par des pêcheurs et par certains de nos sympathisants, qui étaient très inquiets de voir le programme de développement d'éoliennes en mer en France. Et on a sorti un rapport, un dossier de 75 pages sur le sujet la semaine dernière, avec un titre qui est volontairement assez rentre-dedans. C'est le projet d'éoliennes en mer en France, une bombe à retardement écologique. On se base beaucoup sur le rapport du CNPN, le Conseil national pour la protection de la nature, qui est sorti en juillet dernier, mais aussi sur certaines études qui ont pu être faites en mer du Nord et en Allemagne. Et la problématique qu'on a en France, si vous voulez, c'est qu'on a des objectifs qui ont été fixés par l'Europe en fonction de la taille de notre littoral, puisque nous avons cette chance et cette responsabilité d'avoir le plus grand littoral en Europe. Et donc, presque mathématiquement, on nous a parlé de cet objectif d'avoir à peu près 7000 éoliennes en mer pour répondre aux objectifs européens en termes de lutte contre le changement climatique, sachant qu'en France, on a quand même une électricité qui est relativement décarbonée. Le problème, c'est qu'on n'a pas du tout fait le travail préalable qu'on aurait dû faire, c'est-à-dire d'identifier sur notre littoral les zones qui sont des hotspots de biodiversité, les zones de nidification, de repos, de reproduction et des couloirs migratoires d'espèces marines, dont d'espèces marines protégées. Et en fait, quand on dézoome et qu'on regarde les projets qui sont prévus à l'heure actuelle, il y en a 7, que ce soit sur la façade atlantique, en Manche, mer du Nord ou en Méditerranée, on est pile poil dans ces zones de vie, ces oasis qui sont absolument indispensables à la survie de ces espèces. Et donc, c'est ce qui fait dire au CNPN notamment que le programme de développement d'éoliennes en mer français, en France, est incompatible avec la survie des oiseaux marins, par exemple. Rien que pour le projet de Saint-Brieuc en Bretagne, le promoteur éolien Iberdrola, qui est un géant de l'énergie espagnol, a obtenu 59 dérogations de destruction d'espèces protégées et de leur habitat. Et dans cette liste d'espèces, il y a des espèces menacées et des espèces en danger critique d'extinction, comme le puffin des Baléares, par exemple, pour lequel la France a mis en place un plan national d'action. Donc on est dans une situation complètement ubuesque, où on nous parle de mesures de compensation, la fameuse formule éviter, réduire, compenser. Donc on a des mesures de compensation qui sont absolument illusoires et qui, en fait, permettent aux promoteurs éoliens d'avoir tous les passe-droits, si vous voulez, parce que l'énergie éolienne est présentée comme un facteur de lutte contre le changement climatique. On l'autorise à faire des choses qui seraient refusées à n'importe quelle autre industrie sur des aires marines protégées, dans des zones Natura 2000, à proximité de parcs marins. Et c'est très très important
de rectifier le tir avant qu'il ne soit trop tard, parce que là, très clairement, la France est en phase de sacrifier la biodiversité marine au prétexte de lutter contre le changement climatique. Ce qui est une aberration totale, que c'est la vie marine qui est prise en regard de régulation du climat. Ça va alimenter le débat public, en tout cas, sur cette expérimentation qui projetée en Méditerranée, au large de l'Aude et des Pyrénées-Orientales. Bruno David, sur cette question. Alors, organisation internationale, il y en a déjà une, mais... Un mot sur la haute mer, quand même, et sur les régulations. On a fait une expérimentation avec des albatros dans l'océan austral, justement, en dotant les albatros de systèmes de captage qui permettent de suivre les bateaux et de repérer des bateaux pirates qui iraient pêcher de la légine, notamment, qui sont ces poissons de l'océan austral, sans autorisation. Parce que les bateaux normalement doivent émettre systématiquement, et quand un bateau est silencieux, c'est quand même que c'est bizarre. Et comme l'océan est immense, hein, on le sait bien, c'est difficile de passer partout, c'est difficile d'avoir d'autres bateaux de surveillance qui passent partout. Et donc on utilise des albatros, on a fait des tentatives pour utiliser des albatros pour le faire. Et puis il y a un processus qui est en cours, qui s'appelle BBNJ en anglais, qui est en gros Biodiversity, c'est Beyond National Jurisdiction, je crois que c'est quelque chose comme ça, et qui est une forme de régulation de l'accès à la haute mer. Les discussions internationales sont en cours, alors après on sait ce que ça donne, hein, tout ça c'est dilué, il n'y a pas de contraintes majeures sur les États, enfin c'est compliqué à mettre en œuvre, mais néanmoins il y a quand même une démarche pour aller dans ce sens-là. Quant aux éoliennes, je veux dire, on peut toujours prendre les choses par le bout de la biodiversité, et chaque fois qu'on va faire quelque chose, on va occuper un espace, effectivement, ça ne sera pas bien, et on peut considérer que ça a un impact, et c'est vrai, c'est pas faux. Maintenant, ce que je voudrais savoir, c'est, on éteint la salle, on coupe l'électricité, bien sûr, on abandonne nos téléphones portables, évidemment, personne n'est abonné à Netflix, et personne ne va jamais sur les réseaux. L'ensemble des réseaux, c'est 10% de l'électricité mondiale. Netflix, c'est 1% de l'électricité mondiale. Donc la seule solution, c'est la sobriété quand même. Donc après, il faut savoir, est-ce qu'on préfère avoir une centrale nucléaire, une centrale à charbon, une centrale au gaz, un parc d'éoliennes, mais à partir du moment où on consomme de l'électricité, et j'ai peur qu'on aille vers plus en plus de consommation d'électricité, par exemple avec des voitures électriques, qu'il va falloir quand même nourrir en électricité, en dehors de la, si on ne va pas vers de la sobriété, on n'aura pas de solution satisfaisante. On aura chaque fois des solutions de compromis. Et les solutions de compromis, il faut les accepter. Et bon, à un moment donné, il faut savoir ce qu'on veut socialement. Mais il faut, à ce moment-là, sinon, collectivement, dire bon, on a besoin de beaucoup moins d'électricité. Donc, plus de téléphone portable, plus de réseau Internet, plus de Netflix, plus de conférences à Montpellier. On éteint l'amphi et on se dit au revoir et on éclaire les bougies. Mais il faut savoir ça aussi, je veux dire. Il faut quand même se poser la question jusqu'au bout. Il ne faut pas simplement dire les éoliennes, c'est pas bien parce que ça va perturber les poissons ou ceci ou cela. Après, il faut savoir où les mettre, où sont les endroits les plus intéressants, les plus intelligents, combien il faut en mettre, pas tout mettre au même endroit, etc. etc. Catherine Jandel. Il y a déjà eu la question ce matin et en fait, une des réponses, c'est quand même attention, tout débat public doit se nourrir d'un rapport d'experts scientifiques. Et ce rapport d'experts, alors apparemment, il y a une semaine, quelque chose est sorti, j'en ai pas au courant, mais il faut extrêmement faire attention à ce que disent les scientifiques avant d'implanter le parc d'éolien et avant de faire le débat public aussi, et essayer de s'affranchir de l'émotion première. Il y avait une question sur les farines. Oui. Les farines. Oui, oui. Alors j'ai une anecdote sur les farines. J'ai rencontré il n'y a pas très longtemps, c'était au moment du Congrès mondial de la nature de l'UICN à Marseille, j'ai rencontré un industriel qui venait du CNRS, qui avait démissionné du CNRS. Donc je trouve que ça fait preuve quand même d'un certain courage, et qui a monté une entreprise pour produire de la nourriture pour poissons d'élevage qui ne soit pas basée sur des farines animales et sur des petits poissons. Parce que quand on mange un cabillaud ou un thon d'élevage, généralement il est nourri avec des petits poissons, donc on va chercher des petits poissons, on va broyer les petits poissons, et après on va nourrir les gros avec ça. C'est pas terrible. De toute façon, on intervient également dans la chaîne alimentaire naturelle de l'océan, et ce n'est pas une bonne solution. Et donc, cette personne a monté une entreprise, et maintenant ils sont plusieurs dizaines à travailler dans cette entreprise. Il travaille notamment pour des élevages en Norvège, et il fournit en nourriture des élevages en Norvège, et il produit ça à partir finalement de microalgues. Donc il travaille sur des microalgues pour remplacer les farines animales, et je trouve qu'on est vraiment là dans la bonne démarche pour faire autre chose que simplement déplacer le problème. Justement, un problème, on l'a effleuré depuis le début de ce débat, c'est la pollution des plastiques. Alors c'est la plus médiatisée des pollutions, mais pas l'unique pollution dans les mers et les océans.
Vincent Laudet, est-ce que le ramassage des plastiques dans les océans est vraiment une solution utile? Je pense à différentes initiatives, le bateau Sea Cleaner du navigateur Yvon Bourgnon, puis les microplastiques qui sont étudiés régulièrement. Je me souviens de ce navire scientifique Tara qui avait fait étape à Bagnols-sur-Mer, ou plus récemment le skipper Fabrice Amadeo qui fait son tour de France microplastique. Est-ce que ça sert à quelque chose? Il faut les étudier évidemment, ces plastiques dans les océans, mais quel est leur impact et comment est-ce que ça sert vraiment à quelque chose de les ramasser? Alors, les ramasser, ça n'est pas une solution crédible. C'est-à-dire toutes ces initiatives sont utiles parce qu'elles permettent de parler du plastique et de sensibiliser les gens. Mais si on veut régler le problème du plastique, il faut arrêter d'en utiliser. Le problème, la solution du plastique en mer, elle est à terre, elle est chez chacun d'entre nous. Et là, c'est pas le gouvernement, c'est pas les autres, c'est chacun d'entre nous doit diminuer son utilisation de plastique. Ne plus utiliser de bouteilles en plastique pour boire de l'eau. L'eau du robinet en France est excellente et on peut la mettre dans des bouteilles en verre. Bref, vraiment, chacun d'entre nous se surveiller pour utiliser moins les plastiques. Parce que la pollution plastique vient de la Terre et c'est là que se réglera le problème. Et pour vous donner une idée de son importance, c'est 1 camion poubelle par minute de plastique déversé dans les océans. Donc, je crois que c'est Lamia qui disait tout à l'heure que en 2050, il y aura plus de plastique que de poissons dans l'océan. Donc, c'est un véritable problème. C'est une bombe atomique en puissance parce surtout, ce qui m'inquiète le plus dans cette affaire, c'est qu'on ne sait pas. On ne sait pas du tout ce que ça fait. Ça perturbe probablement des équilibres extrêmement subtils. Par exemple, parce que les plastiques sont des substrats sur lesquels les animaux peuvent se fixer, ça contribue à brasser des espèces et à les envoyer très loin de la zone où elles vivent normalement. Et donc, on a vraiment là un problème très très sérieux. Mais si je vous me permettez, parce qu'on discutait à travers l'exemple des éoliennes, moi je voudrais vous raconter une petite histoire qui m'est arrivée quand j'étais directeur du labo de Bagnols, qui m'a un petit peu marqué sur notre appréciation, notre façon de considérer la biodiversité et sa protection. J'étais dans une grande discussion avec une centaine de personnes autour de l'élaboration du document de ce qu'on appelle le document de façade, qui est le document qui sert à l'État à construire sa politique. Le document stratégique de façade, voilà, je ne m'en souvenais plus, qui permet à l'État de construire sa politique sur l'utilisation, sur les usages des façades maritimes, la pêche, le tourisme, la protection de la biodiversité, etc. On est dans ce débat et un des intervenants, un des représentants de l'État nous dit nous avons estimé que la biodiversité était très importante, donc on a accepté au maximum une destruction de 0,5% dans les 5 ans des zones importantes du point de vue de la biodiversité. Et tout le monde est très content. Et moi, je les regarde et je leur dis, comment ça? 0,5% tous les 5 ans? Mais 0,5% tous les 5 ans, à l'échelle d'un biologiste et à l'échelle des organismes vivants, c'est énorme. C'est absolument pas soutenable. On ne peut pas faire ça. Mais tout le monde me répond, oui, mais 0,5% c'est rien. Ben, j'aurais dit, ok, 0,5% c'est rien. Alors on n'a qu'à faire plus 0,5%. Et là, on va, puisque 0,5% c'est rien, faisons plus plutôt que de faire moins. Et là, on va changer la donne. Et voyez, pour moi, ça illustre vraiment cette difficulté que nos sociétés ont globalement à mettre l'enjeu de la biodiversité là où il doit être. On va prendre une question dans la salle. Merci. Oui, levez la main. Bonjour. Oui, je suis là, à votre droite. Ah pardon, excusez-moi. Je m'appelle Daphné Destiévan, j'ai créé une association qui s'appelle Méditerranée Durable. On essaye d'agir à notre petite échelle. Je voulais vous remercier pour l'organisation de cette rencontre pour réfléchir au monde de demain. Je regrette juste qu'il n'y ait pas plus de gens qui soient venus sur la rencontre en général.
Je trouve que c'était un petit peu... Enfin, qu'il n'y avait pas beaucoup de public. J'ai une question un peu délicate à vous poser, mais qui me semble importante, si ce n'est la plus importante, concernant la Méditerranée. L'impact, enfin la problématique qui me semble la plus importante, c'est la qualité physico-chimique de l'eau en mer Méditerranée, puisque ça nous concerne tous, ça concerne notre écosystème, vous l'avez dit depuis tout à l'heure, ça concerne l'être humain. Donc, à votre avis, en changeant d'approche, en essayant de penser à ce qu'on peut faire pour impacter le monde de demain, comment on pourrait avoir une action plus efficace que tout ce qui est fait à l'heure actuelle pour améliorer la qualité physico-chimique de l'eau en mer Méditerranée? Catherine Jandel, c'est pour vous ça. Oui, ça c'est clair. Merci beaucoup pour la question. C'est vrai que le substrat, c'est essentiel pour le développement de la vie. En l'occurrence, là, le substrat, il est liquide. Alors, je vais répondre un peu comme Vincent ou comme Bruno. Il y a deux échelles. Il y a l'échelle globale, c'est celle qui nous préoccupe tous. C'est quand même les émissions de gaz carbonique. Celle-là, il faut le meilleur atome de carbone, c'est celui qui reste dans le sol. Il y a urgence, mais on n'est pas les seuls à le dire. L'Agence internationale de l'énergie l'écrit, le GIEC l'écrit. La surdité, et parce qu'il y en a une, de nos décideurs, on en a un peu parlé ce matin, elle est quand même assez considérable. Il n'y a pas un politique qui va proposer quelque chose sur sa candidature, et puis qui, une fois qu'il est élu, reçoit le rapport du GIEC et dit « mais quand même, là, ce que j'ai proposé, c'est une connerie », et ne pas le faire. C'est-à-dire qu'il va continuer à faire ce qu'il sait qui est une bêtise, c'est écrit dans le rapport international de l'énergie, c'est écrit dans le GIEC, il va quand même le faire parce que il y a les voix qui l'ont élu, et donc il y a des pressions, et donc c'est des compromis, sauf qu'il y a des choses vraiment très très graves qui vont se faire alors qu'elles ne devraient pas se faire. Elles fragmentent le territoire, elles polluent la mer. Pour ce qui est de la pollution, alors la qualité de l'eau locale, bien que l'océan circule beaucoup, la qualité de l'eau locale c'est une priorité majeure. Donc sur les rejets de tous les produits de type qui passent à travers en fait le traitement des stations d'épuration, merci. Des stations d'épuration comme les hormones, enfin tous les produits, ce que l'on appelle les perturbateurs endocriniens. Et puis, il faut tenir compte que la Méditerranée, on n'est pas les seuls. Il y a aussi des pays qui n'ont pas des bonnes stations d'épuration, etc. Donc, il y a tout un travail à faire en amont. Le meilleur sac plastique, c'est celui qu'on n'achète pas, c'est celui qu'on n'utilise pas et c'est celui qu'on ne jette pas par rapport au microplastique. Ça, c'est quand même... Tous nos gestes quotidiens vont impacter la qualité de l'eau. Alors, ça veut tout dire. Il y a aussi, évidemment, les intrants, pesticides, etc. Donc, si on change notre façon de faire l'agriculture, si on change notre façon de consommer, si on change notre façon d'utiliser les plastiques, si on change notre façon de se déplacer, nous, en tant qu'individus, on améliorera la qualité de l'eau de la Méditerranée. Pour finir, parce que je n'ai pas une très bonne nouvelle pour les gens du golfe du Lion, le CO2 en Méditerranée, par où il rentre ? Par le golfe du Lion et un petit peu par la mer Égée. Il faut des eaux froides. Quand il y a le Mistral et la Tramontane qui soufflent, les eaux sont très froides en surface, c'est là que le CO2 va se dissoudre et donc il va après aller en profondeur. Il faut absolument arrêter d'émettre du gaz carbonique, nous l'humanité. Voilà, j'ai l'impression de plagier Jean Jouzel, mais on est tous d'accord là-dessus. Un mot, Bruno David, rapide, parce qu'on va reprendre d'autres questions dans la salle. Il y a beaucoup de questions. Très rapide et totalement dans le prolongement de ce que vient de dire Catherine, arrêtons d'émettre du CO2, c'est quand même la meilleure solution. Je vais vous faire un peu peur, là. Je vais essayer de vous foutre un peu la trouille si ce n'est pas déjà fait. En ce qui concerne la Méditerranée, il y a quand même quelque chose de très particulier en Méditerranée. C'est une mer dont l'eau de fond est à 13 degrés, alors que l'eau de fond de l'océan mondial, c'est autour de 3-4 degrés. Alors ça paraît rien de le dire comme ça, mais ça veut dire que, comme c'est une mer fermée, ce qui fait l'oxygénation de la Méditerranée, c'est ce qu'on appelle une inversion thermique, c'est-à-dire que les eaux de surface deviennent plus froides que les eaux de fond. Étant plus froides, elles sont plus denses, elles passent au fond et celles du fond remontent à la surface. Et donc on a un cycle comme ça entre la surface et la profondeur, entre l'hiver et l'été, qui fait que la mer Méditerranée reste oxygénée. Si par malheur les eaux de surface de Méditerranée étaient au-dessus de 13 degrés en hiver, et ça pourrait arriver, ça veut dire qu'on interrompt ce cycle de remplacement de l'eau de fond par de l'eau de surface et inversement.
Et ça veut dire qu'à terme, la Méditerranée, ça va devenir une mer putride. Ça va devenir une mare putride avec manque d'oxygène sur le fond et de moins en moins d'oxygène aussi quand on va remonter en direction de la surface. Donc, et ça, c'est le réchauffement climatique. C'est entièrement le réchauffement climatique. Donc, je rejoins totalement ce que Catherine vient de dire. Arrêtons de produire du CO2, parce que la Méditerranée, alors c'est pas pour tout de suite, hein, madame, hein, mais ceci dit, pour nos enfants, nos petits-enfants ou nos arrière-petits-enfants, ça pourrait très bien devenir une catastrophe absolue. On continue sur les questions dans la salle. Oui, bonjour. Je suis étudiante à Montpellier Supagro et donc je me posais une question. Vous avez beaucoup parlé donc du capital sympathie des espèces pour lesquelles, du coup, nous, mammifères, on va éprouver l'envie de les conserver. Cependant, je me demandais si l'avis du grand public avait un si grand impact sur les politiques publiques, parce que finalement, toutes les réglementations, les politiques publiques, elles sont prises par des acteurs qui prennent en compte l'avis des scientifiques, qui se basent sur des rapports faits donc, par des chercheurs. Et donc, si l'impact du grand public, si l'avis du grand public a un si grand impact, pourquoi on n'arrive pas à éduquer donc, la population sur l'importance des espèces, je ne sais pas, comme le blobfish ou les coccolithophoridés, qui sont peut-être plus importantes au niveau écosystémique que le panda. On va demander à Lamia et Semlali peut-être de répondre à cette question. La sensibilisation. Déjà, les dauphins, par exemple, sont à la fois une espèce charismatique et en même temps une espèce clé de voûte parce que ce sont des prédateurs. À l'instar des requins, ils sont au sommet de la chaîne alimentaire et donc ils sont les garants de la biodiversité. Donc c'est pas du tout une espèce anecdotique dans l'écosystème marin, bien loin de là. Donc c'est aussi pour ça que c'est très important de réussir à les sauver. Mais pour rebondir sur ce que vous dites, mademoiselle, c'est vrai que ce qui m'a marqué, moi, c'est de voir que même sur les dauphins et même sur des populations de citoyens de villes côtières, il y a une très grande méconnaissance et beaucoup de gens ignorent qu'il y a des dauphins sur le pas de notre porte. Et donc, dans les politiques publiques qui sont faites, si vous voulez, quand on est un homme ou une femme politique, on a des décisions à prendre, on va surtout prendre les décisions qui vont maximiser vos chances d'être réélu. Et donc, les choses les plus populaires. Donc, si vous avez un lobby de la pêche qui est important, qui freine des quatre fers pour mettre en place des mesures qui visent à restreindre tout ce qui est pêche non sélective, augmenter les surfaces d'espaces protégés. Par exemple, il y a eu un gros débat sur ces zones spatio-temporelles, les fermetures spatio-temporelles sur certaines pêcheries pour préserver les dauphins pendant l'hécatombe hivernale qu'on connaît depuis plusieurs années maintenant. Bon, voilà, les pêcheurs sont vent debout contre ça. En face de ça, vous avez une population locale, des citoyens et donc des électeurs qui sont complètement déconnectés de l'enjeu, qui pour beaucoup ignorent même qu'il y a des dauphins. Donc quand vous êtes un homme ou une femme politique, vous avez tendance à prendre la solution de facilité. Et c'est en ça que c'est très important de mobiliser l'opinion publique. Il faut que ces enjeux-là deviennent des enjeux publics dans lesquels les gens se mobilisent. Sinon, on n'y arrivera pas. Et contrairement à ce que vous semblez croire, malheureusement, les avis des scientifiques ne sont pas suivis par les pouvoirs publics. Le CNPN, par exemple, le Conseil national pour la protection de la nature, a un avis qui est purement consultatif. Et donc, même si les scientifiques tirent la sonnette d'alarme très régulièrement, ils ne sont pas écoutés par les politiques. Et donc, si c'était le cas, on aurait une situation très différente. Et donc, ce qui va permettre d'inverser le rapport de force et d'équilibrer un peu les forces en présence, c'est justement d'avoir une opinion publique qui est avertie, consciente et mobilisée sur ces enjeux-là. Et c'est en ça que nous, en tant qu'ONG, on essaye aussi de se faire le porte-voix des scientifiques. Et je reprends l'exemple du rapport du CNPN sur les éoliennes, qui a sorti un rapport absolument explosif en juillet dernier, mais qui est un rapport scientifique relativement indigeste pour le grand public. Et donc notre objectif, il est de le rendre le plus accessible possible et de le médiatiser le plus possible. Voilà. Et j'en profite juste pour rebondir sur ce qui a été dit auparavant par rapport au fait qu'effectivement on a des besoins en énergie, en électricité, etc. Et qu'à un moment donné, il va bien falloir accepter de prendre des décisions difficiles. Ok, très bien, mais par contre, c'est un débat public
auquel tout le monde doit participer. Et pour cela, il faut que l'information soit complète et transparente. Et très clairement, sur ces enjeux d'éoliennes, ça n'est absolument pas le cas à l'heure actuelle. Et c'est ça qu'il faut absolument, ce à quoi il faut remédier, pour que les gens connaissent les impacts, les tenants et les aboutissants, le prix réel, à la fois économique mais aussi environnemental de ces usines éoliennes. Il nous reste 3 minutes. Un mot de la sensibilisation, c'est important. Bruno David, justement, vous me parliez en préparant ce débat de montrer la beauté aussi. Ça peut aider à sensibiliser le grand public, les plus jeunes comme les plus âgés. Oui, alors bien sûr, au Muséum, on est en première ligne pour essayer de sensibiliser le public à un certain nombre d'enjeux. Maintenant, le grand public, je veux dire, à un match de foot de Montpellier, je pense qu'il y a une équipe de foot à Montpellier, il y a beaucoup plus de monde qu'il y a de monde aujourd'hui dans la salle. Donc le grand public, nous ne sommes pas encore le grand public, tous les gens qui sont sensibilisés au sujet de la biodiversité ne sont pas encore le grand public, il y a beaucoup de travail à faire pour justement avancer là-dedans. C'est une des missions du Muséum. Et je crois qu'une erreur à faire, ça serait d'être trop anxiogène aussi. Parce que c'est très décourageant et que finalement, on a essayé de réfléchir à ça et les gens ne s'y intéressent pas. Et on a fait récemment une exposition sur l'océan et j'ai donné comme consigne aux équipes qui préparaient cette exposition, on ne met pas de dauphins, on ne met pas de requins et on ne fait pas peur. On ne fait pas peur au sens, c'est une catastrophe, l'océan va mal, etc. La ligne qui a été prise, c'est de montrer la beauté des choses, c'est de montrer la beauté de l'océan. C'est de montrer la beauté de la vie qu'on peut trouver dans l'océan à toutes les échelles. Et l'objectif, c'était vraiment de ce que j'ai appelé faire un vaccin contre l'indifférence, c'est-à-dire à travers la beauté, à travers l'émotion qu'on pouvait susciter, tout en instruisant bien sûr le public, tout en lui montrant des choses scientifiquement très construites, c'est de sensibiliser finalement le public à travers une émotion qu'il pouvait avoir face à cette beauté de la vie de l'océan, de manière à ce que quand ils sortent de l'exposition, ils soient plus réceptifs aux messages qu'ils pouvaient entendre sur les médias, dans les journaux, à différents endroits. Donc, utilisons la beauté des choses, utilisons la beauté du monde naturel, pour sensibiliser nos concitoyens, pour leur dire à quel point cette nature qui nous entoure, dont nous faisons partie, est importante, à quel point elle est belle, à quel point elle est nécessaire. Et à partir de là, peut-être qu'on arrivera à avancer, à convaincre le plus grand monde, et donc à ce que le grand public, ça soit aussi les gens qui soient sensibles à la biodiversité et à la vie sur Terre. Bien, ce sera la conclusion de ce grand débat. Merci. Merci à nos experts. Un message positif pour terminer ce grand débat. Notez qu'à 16h, vous aurez une séance de dédicace du livre de Catherine Jandel au niveau 3. Vous pouvez vous rendre au niveau 3 à partir de 16h. Merci en tout cas d'avoir participé à ce grand débat. Merci à Vincent Laudet et à Lamia Essemlali qui ont interagi avec nous en visio. Vous pourrez retrouver de toute façon ces grands débats, toutes les interventions de ce forum Le Monde Nouveau sur lemondenouvau.fr. On va se donner rendez-vous l'année prochaine pour un nouveau forum Le Monde Nouveau en 2022. Merci. Merci pour la conclusion.